Bonjour, je vous présente Nagasaki, écrit par Éric Fay, Grand Prix du roman de l'Académie française en 2010. L'extrait que j'ai choisi de vous présenter est un extrait représentatif du style d'écriture adopté par l'écrivain. Il y a une ambiance asiatique, mais c'est un lexique français qui est utilisé. Le monde imagé qu'il emploie marie les deux cultures. Le rythme de l'écriture donne un accent japonais à des mots français choisis avec pertinence. Le moment décrit dans l'extrait est celui où tout bascule, où l'histoire puise tout son sens. Que s'est-il passé avant l'extrait que je vais vous lire? À la lisière de Nagasaki, Shimura Kobo vit seul. Il est un quinquagénaire avec de solides habitudes de célibataire. Et il se contente d'aller travailler, puis de directement rentrer chez lui, toujours tout seul. Le quartier où il habite est très tranquille et sûr. Il ne doit même pas former sa porte à clé. Mais depuis quelque temps, il a remarqué que des choses bizarres se passent chez lui. Il a des victuailles qui disparaissent de son frigo, des objets qui se déplacent dans sa cuisine. Et donc, après une période de doute où il emploie des systèmes de vérification, il décide de mettre en place une caméra de surveillance. De cette manière, il pourra surveiller sa cuisine même en étant au travail. Avant d'aller au travail, par souci de précaution, il questionne encore une fois sa voisine, qui ne lui raconte rien de bien intéressant sur le sujet, mais qui ne le rassure pas non plus. Il va donc au travail, il se connecte pour visionner les images que lui envoie la caméra de surveillance. Shimura Kobo est un météorologue et son bureau est placé dans un espace de travail ouvert. En visionnant les images que la caméra lui envoie, il découvre qu'il n'avait pas d'hallucination et qu'il y a bien quelqu'un qui se trouve dans sa cuisine. C'est une femme. Alors tout d'abord, il l'observe. Il se rend compte que c'est elle qui boit son jus de fruits, qui utilise ses aliments, se cuisine du riz ou boit son thé. Sa première réaction est de téléphoner à la police, de porter plainte. Cet appel téléphonique au milieu de cet espace de travail qu'il partage avec plusieurs collègues n'est pas passé inaperçu. Voici mon extrait. J'ai raccroché. Les collègues, assis à proximité, se sont attroupés autour de moi en écarquillant les yeux et en s'excusant presque d'avoir entendu malgré eux. Ils ne voulaient pas, n'auraient pas dû, mais c'était extraordinaire. Sans doute espéraient-ils que je leur fournirais suffisamment d'éléments pour étancher leur curiosité, qu'ils aient de quoi raconter dans la soirée, chez eux. Ils sont restés dignes, multipliant les A et les O d'une compassion dont je n'avais pas besoin. Tous louchaient sur la cuisine que j'avais agrandie, et dans la cuisine, sur la femme de profil qui ignorait nos regards et sa célébrité subite. Et puis, comprenant à l'enfigurie que je leur infligeais que je n'étais pas en mesure d'être claire, ils se sont retirés avec de légers hochements de tête, me laissant seule enfin. D'après la pendulette de l'ordinateur, j'avais raccroché depuis 3 minutes. Et elle était toujours là. L'eau, maintenant à la bonne température, coulait dans la théière d'où s'élevait de la vapeur. Elle avait puisé dans ma réserve de bancha, le thé du soir qui ne m'empêche pas de dormir, dans la boîte marquetée que je m'étais offerte l'année dernière à Hakone. L'air était sensiblement plus supportable que la veille. Les cigales avaient baissé d'un ton, et je ne comprenais rien à ce qui se passait chez moi. Tout paraissait paisible. Une projection de l'existence à deux que tu aurais pu mener. Voilà ce que les agents allaient arrêter, me suis-je dit. Un reflet de tes chimères. Pourvu qu'elle ne bouge pas de là. Si elle se préparait un repas, elle en aurait pour un bon bout de temps suffisamment, en tout cas, pour qu'il la prenne au piège. Elle était là, biche au centre d'une clairière, ignorant que le loup l'avait repérée. Le temps tombait goutte à goutte, et je retenais ma respiration. Elle est foutue. Mais le ciel vint à se découvrir, et le soleil envahit la cuisine. La femme, qui emplissait de riz l'autocuiseur, releva la tête vers la fenêtre. Comme ce soleil du matin lui était doux, comme il répandait ses bienfaits, l'inox Lévy en scintillait. Elle était aux 3/4, et tout d'un coup, je n'ai plus remarqué d'elle que sa nuque ambrée, cambrée, le cou élégant surgit des mains expertes d'un potier. Et ce cou descendait, couleur de sable, vers une poitrine cachée, galbée de 2 petites dunes. Au-delà de la vitre,
La femme regardait le soleil miraculeux. Paupières mi-closes, elle se laissait inonder par ce cadeau du ciel. Son visage, qui n'avait plus toute sa jeunesse et pour tout dire n'avait guère de charme, accueillait sans résistance les rayons qui succédaient aux rayons, pour elle toute seule, après être partie qui sait quand d'une étoile à 50 millions de kilomètres d'elle. Oh, peu lui importait, à cet instant précis, de n'avoir ni charme ni jeunesse, je le savais bien. Elle était seule, croyait-elle, et tout à son enchantement. Les yeux toujours à demi fermés, elle souriait. Et je me suis dit alors, elle doit souffler, se remettre qui sait de quelle peur et souffrance. Elle s'abandonne. Peut-être même est-elle heureuse? Si elle savait. Oh, son sourire! Il me faisait mal tout à coup. Frapper l'écran de l'ordinateur pour attirer son attention. Qu'avais-je fait? J'ai saisi le combiné. À la première sonnerie, elle a tourné la tête comme tirée d'un rêve agréable. Puis elle a vite repris sa position antérieure. « Mais réponds, dépêche-toi !» Il fallait que j'insiste, jusqu'à ce qu'elle comprenne que l'appel était pour elle. Je me suis opiniâtrée. Rien à faire. Comment se serait-elle doutée? Comment imaginer moi-même que, l'ayant attirée dans un piège, je tâchais de l'en extraire avant qu'il se referme sur elle? Elle surveillait la cuisson du riz et le temps d'infusion du bancha, malgré mes sonneries. 10, 11. Merci de votre attention.